La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur le filtrage des alimentations à découpage. Merci de votre présence. Je suis Audrey Berger, l'assistante du service marketing et modératrice de ce webinaire avec mon collègue Dominique Berardo, Business Development Manager. Le webinaire sera animé par Germain Ledru, ingénieur d'application. Pour vous présenter rapidement le concept, la présentation durera 30 minutes. Elle sera suivie d'une session de questions-réponses de 15 minutes. Si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions, nous reviendrons vers vous individuellement. Pour le confort de tous, sachez que votre webcam et votre micro seront coupés, ainsi que l'option main levée. Vous avez néanmoins la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation grâce au menu webinaire situé à droite de votre écran. Pour un meilleur confort de lecture et de rédaction, vous avez la possibilité d'agrandir le bloc questions en cliquant sur l'icône encadrée en rouge à l'écran. Il en va de même pour les utilisateurs qui nous suivent sur tablette ou smartphone. L'icône est dans ce cas le point d'interrogation en haut à droite de votre écran. Les questions resteront anonymes, les réponses seront publiques. Si nous n'avons pas eu le temps de traiter toutes les questions ou si vous souhaitez approfondir un point technique, n'hésitez pas à nous écrire soit à l'adresse électronique globale isos-france@we-online.com ou directement à votre contact habituel chez Burt Electronics. Nous reviendrons vers vous au plus vite. Un formulaire de satisfaction clôturera notre intervention, ceci dans un souci d'amélioration continue de notre travail. Nous vous remercions par avance de le compléter. Nos webinaires seront mis en ligne prochainement sur la chaîne YouTube du groupe Burt Electronics. Abonnez-vous. D'une manière générale, pour suivre l'actualité de Burt Electronics France, abonnez-vous à notre page LinkedIn. Je laisse à présent la parole à Germain Ledru. Merci de votre attention. Bonjour à tous, merci Audrey pour cette introduction et merci également à Dominique pour l'organisation de la session d'aujourd'hui. Nous allons donc commencer aujourd'hui par la partie filtrage d'une alimentation à découpage. C'est parti. Alors, je vais utiliser à plusieurs reprises lors de la session notre application web qui s'appelle RedExpert, qui est en fait une application pour le choix de composants en électronique. Il y a différentes fonctions, des outils de simulation que je vais évoquer, qui sont disponibles lorsque vous êtes logué. Donc, si vous voulez l'utiliser plus tard, vous pouvez le retrouver facilement via notre site internet ou même via un moteur de recherche en tapant RedExpert en ligne. C'est parti. Alors commençons aujourd'hui par les contraintes CEM auxquelles nous sommes soumis et comment est-ce qu'elles vont être testées. Alors c'est ce que se pose en général tout client lors d'un développement. Oui, je vais devoir être soumis à des normes, il y a des directives qui m'imposent de respecter des standards en CEM. Comment est-ce qu'ils vont être testés? Eh bien, notamment dans un laboratoire CEM. Donc vous voyez un exemple d'image ici avec une chambre anéchoïque. C'est en fait une cage de Faraday qui permet d'éviter d'être perturbé par toutes les ondes qui viendraient de l'extérieur. Additionner à cela des absorbants qui évitent les réflexions des ondes, puisqu'on va stimuler un appareil qui est l'exemple ici d'un ordinateur avec une antenne ici pour voir comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il est bien stable malgré les stimulations. D'une autre manière, on va vérifier les émissions qu'il peut envoyés vers l'extérieur, on va les mesurer avec cette antenne. Donc les absorbants servent à éviter les phénomènes de réflexion et n'avoir ainsi uniquement que les ondes qui viendraient directement de l'antenne. C'était juste un exemple, mais les laboratoires CEM font de nombreux autres tests, que ce soit des tests en conduit, en rayonné, sur différentes gammes de fréquences dont on va parler juste après, et également des tests en surtension, que ce soit des tests en décharge électrostatique pour reproduire les phénomènes naturels de la décharge électrostatique, également pour tout ce qui est dans les applications industrielles et les phénomènes de rebondissement d'interrupteurs, les transitoires en salve, on appelle ça souvent les bursts, les EFT, ou les phénomènes naturels de la foudre avec les surtensions de type surge. On va voir différentes solutions de filtrage en fonction de tous ces tests qui sont faits par les labos.
Mais on va avant tout diviser clairement les tests en deux familles, les familles conduits, les familles rayonnées. Et donc les familles conduits en émission vont être faits sur des gammes de fréquences avec différents niveaux à ne pas dépasser, de la même façon en rayonné, mais sur d'autres gammes de fréquences. Et il y a additionné là orientation parce qu'on va orienter le produit du client dans tous les sens pour avoir en fait le pire des cas, le cas où le rayonnement est le plus élevé. En immunité, on a également des tests en fréquence, en niveau, mais également où on stimule et on a des critères de stabilité en fonction du niveau de criticité de votre produit. Voici un exemple d'émission conduite. Les émissions conduites sont en général faites de 150 kg à 30 MHz. Il peut arriver qu'on aille plus bas. Et en fait, cette courbe de mesure en émission représente différents traits qui représentent des émissions, des interférences qui sont produites par le produit du client. Et il y a les courbes normatives qui sont à respecter si on veut respecter la norme. En émission rayonnée, on peut imaginer la même courbe, sauf qu'on fait des tests de 30 mégas jusqu'à quelques gigas, en général 6 gigas, mais ça peut aller encore plus haut. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette slide. Passons maintenant du coup au sujet du jour. Sur les alimentations en découpage, on va essayer d'analyser d'où peuvent venir les bruits et les interférences électromagnétiques sur des alimentations en découpage. Alors si je prends un exemple simple d'un convertisseur DC-DC, ici c'est un convertisseur DC-DC de type buck, un abaisseur de tension, donc on aura une tension d'entrée, tension de sortie plus faible, et les éléments de base du buck sont ces trois composants qu'on voit au milieu, avec un MOSFET, une diode, qui parfois peuvent être remplacés par un MOSFET lorsqu'on a une alime à découpage de type synchrone, qui vont réaliser le découpage, et on a une self qui va assurer la continuité du courant, et se charger, se décharger, et du coup, lors de cette charge, cette décharge, générer un champ magnétique. De la même manière, le MOSFET, lorsqu'il va découper une tension d'entrée et de sortie, va créer des signaux carrés qui vont eux-mêmes générer des interférences dans les lignes qui sont autour, en émission conduite, mais de par la longueur des pistes également, va rayonner autour, puisque je vais le redire plusieurs fois, je pense pas dans la présentation, tout fil parcouru par un courant va générer un champ magnétique, de par sa longueur. On a également les éléments importants dans le convertisseur DC-DC qui sont les capas d'entrée-sortie, qui de par leurs imperfections vont également générer du bruit. Donc j'ai parlé de front montant de découpage au niveau du MOSFET. Le découpage qui n'est pas parfait n'a pas du coup des fronts montants infiniment petits. On a en réalité un temps de montée qui est en général donné dans la documentation du MOSFET. Plus le temps de montée est court, plus en fait on aura un rayonnement, un équivalent en spectral qui sera élevé en fréquence. Si je reformule, on a ici un temps de montée qui est d'une certaine valeur dans le temps, l'équivalent spectral va être représenté sur un spectre d'une certaine largeur. En fonction également du rapport cyclique qu'on aura et de la fréquence, on va avoir différentes formes de spectres. Et donc si je pars de temporel à une représentation spectrale, en fonction du rapport cyclique, en fonction de la fréquence de découpage, je vais avoir différentes enveloppes, mais plus mon rapport cyclique va varier, va être petit, plus j'aurai éventuellement d'harmonique derrière. Et en fonction du temps de montée, j'aurai éventuellement une cassure derrière vers les hautes fréquences, si j'ai un temps de montée qui est stable et fixé dans le MOSFET. Plus le temps de montée est court, plus on aura une représentation spectrale qui ira haute en fréquence. Je vais maintenant diviser en deux les moyens de propagation du bruit. On va parler de mode différentiel, de mode commun. Là, on va parler de bruit sur une carte. Le mode différentiel est le bruit qui va circuler dans un conducteur et après être passé dans votre appareil va revenir et circuler dans le conducteur retour, par exemple la masse. Le mode commun va être le bruit qui circule dans le même sens sur les deux conducteurs que je viens d'évoquer et qui va lui reboucler par la Terre, par le chemin qu'il aura trouvé, que ce soit par la liaison de votre appareil avec la Terre, mais également, s'il n'est pas relié à la Terre, par une capa parasite qui serait placée, par exemple moi là où je suis à l'heure actuelle sur mon bureau, je suis finalement quand même relié à la Terre par la capa parasite qui existe dans l'air entre mon bureau et le sol.
Alors venons-en maintenant aux éléments parasites qui seront présents dans votre alimentation à découpage, dans une alimentation à découpage. En entrée, tout d'abord, on a le courant d'entrée qui va être lui-même perturbé par l'ACAPA d'entrée, puisque l'ACAPA d'entrée n'est pas parfaite, il a sa capacité propre, mais elle a également un ESR, une résistance série, qui fait qu'elle va consommer du courant et créer des pertes, des variations de tension. Il y a également le SL, l'inductance série due par exemple à la longueur des pistes dans la capa. Tout ceci va générer des pertes et finalement une différence de tension qui va se reproduire en bruit derrière. On peut aussi prendre en considération les longueurs de piste qui sont en amont. Et donc, une longueur de piste, c'est une inductance parasite, également une résistance série, puisque c'est un RDC, c'est une longueur qui a une résistance. Donc, tout ceci peut également, si les deux pistes ne sont pas équilibrées, générer du mode commun. Donc, on a différents types de bruits qui vont de toute façon être générés par les éléments parasites de l'entrée du convertisseur. Voici un exemple dû à l'ESR de la capa qui va générer, comme je disais tout à l'heure, un delta V dû à la résistance et la variation de courant qu'il y aura en entrée. De la même façon, on peut voir différents ringings des petits éléments parasites qui sont dus aux imperfections du circuit dont j'ai parlé juste avant. Si on regarde ce qui se passe en sortie, il peut se passer exactement la même chose avec le condensateur de sortie. Il y a un courant variable dans la self qui est dû à la construction même du convertisseur DC-DC. Et du coup, le condensateur voit ce courant variable et de par ses imperfections, la résistance série, l'inductance série va générer une ondulation de tension en sortie. De la même façon, sur le MOSFET, la capacité de jonction du MOSFET, la longueur des pistes qui sont avant, vont créer ce genre d'imperfection et du coup d'interférence électromagnétique. Si on regarde à l'oscilloscope ce qui se passe en sortie, on voit justement l'ondulation de tension en sortie due à l'ESR de la capa et les différents ringings dus aux imperfections, aux éléments parasites. Nous allons parler maintenant des moyens de filtrage de ces éléments parasites dans les alimentations à découpage. On va parler aujourd'hui principalement de l'adaptation d'impédance d'un filtre lorsqu'on va l'insérer. Tout ce qui est calcul de filtre plus précis peut faire l'objet d'une autre présentation de séminaire. J'évoquerai à la fin de présentation nos possibilités en séminaire, ce qu'on peut vous proposer. Alors tout d'abord, lorsqu'on va insérer un filtre dans un système, on va du coup apporter une impédance au milieu d'une ligne qui était auparavant, comme vous le voyez, en haut. Pour calculer l'atténuation que va apporter mon filtre, on va du coup calculer la puissance du signal à la fréquence du bruit, à la fréquence que je veux atténuer, la puissance du signal non filtré, celle-ci, par rapport à la puissance du signal filtré. Ce qui fait que lorsqu'on déroule le calcul, on va certes intégrer l'impédance du filtre, F, où F, là comme c'est placé comme une ferrite, mais on va aussi tenir compte des impédances d'entrée et de sortie du système. Et donc lorsque je regarde à la fin l'atténuation en dB de mon filtre, elle intègre bien l'impédance du filtre, mais il est très important de tenir compte de l'impédance d'entrée et de sortie. Ce qui fait qu'il va falloir clairement adapter en fonction de la ligne l'impédance de mon filtre pour calculer l'atténuation dont j'ai besoin. Et ce qui fait que lorsque j'ai un convertisseur DC-DC que je veux filtrer, il va falloir faire un matching entre guillemets de l'impédance d'entrée par rapport à ce qu'il y a avant, etc., etc. Si je résume ce que je viens de dire, si j'ai un condensateur que je veux utiliser comme un filtre, en haute fréquence, à la fréquence du bruit, le condensateur a une impédance faible. Il se comporte comme un court-circuit. Il a une impédance faible, et par rapport à ce que je viens de dire, il va falloir casser le bruit pour, entre guillemets, désadapter l'impédance de mon système par rapport au filtre que j'ai inséré, et du coup, sera plus adapté avec un condensateur, un système qui, en entrée ou en sortie, aura une haute impédance. À l'inverse, une ferrite ou une inductance qui, à la fréquence du bruit, a une haute impédance, sera plus adaptée avec un système qui, en entrée et en sortie, a une faible impédance.
etc. avec un système LC. On va discuter après du sens dans lequel on peut le mettre. Comme on a une capa à l'attaque, il vaudrait mieux avoir un système hautement impédant en entrée. Comparer un filtre en T ou un filtre en pi peut se faire justement avec ce qu'il y a en entrée et en sortie. C'est ce qu'on va faire dans un instant. Si on simule via un modèle SPICE, puisque nos composants et leurs modèles SPICE sont disponibles en ligne en bibliothèque sur notre site internet, si on le simule en intégrant la formule que j'ai présentée juste avant et du coup l'impédance d'entrée et de sortie du système, on peut comparer les différentes solutions. La première étant avec uniquement une inductance ou une ferrite. On voit qu'on peut filtrer tout de même large bande à une certaine valeur. On a un filtre uniquement du premier ordre. Si j'ajoute 3 condensateurs à la place de ma ferrite, 3 condensateurs de différentes valeurs, on va voir qu'on peut également filtrer large bande, peut-être à une atténuation plus élevée, mais il faudra faire attention, étant donné que les valeurs de condensateurs sont différentes, à ce phénomène d'overshoot qui peut être apparent, puisque on a le comportement inductif du condensateur après sa fréquence de résonance qui fait que l'impédance réaugmente, et donc on a ces overshoots qui sont à différentes après la fréquence de résonance de chacune des capas. Lorsque je regarde le filtre LC, il est placé de cette manière, et voilà un type d'impédance qu'on va avoir, ce type d'atténuation. Lorsque je regarde le filtre en T ou en pi, on voit qu'ils auront pas la même atténuation, alors que ils sont tous les deux filtrés des filtres du troisième ordre. Ils ont été faits pour avoir la même atténuation normalement, mais étant donné qu'ils n'ont pas la même adaptation d'impédance, voilà, le test a été fait avec une ligne de 50 ohms. 50 ohms, on peut considérer que c'est déjà élevé comme impédance. Et ben voilà pourquoi le filtrage en pi dans ce cas-là a une meilleure efficacité, puisqu'on a un condensateur en entrée-sortie, quelque chose qui est faiblement impédant, donc qui casse le bruit à la fréquence du bruit, le bruit qui était sur une ligne hautement impédante en entrée et en sortie. Alors, pour réaliser les filtres, on a besoin notamment de condensateurs. Je vais commencer par ceci pour vous montrer comment on peut les choisir sur notre logiciel en ligne et l'application en ligne RedExpert. Elle est située sur notre site internet. Le business unit dont on s'occupe, c'est la partie composants électroniques et électromécaniques. Et si on va plus loin dans le logiciel, on arrive à une interface de ce type-là où on a les différents modules qui vous sont présentés. Là, je vais me focaliser sur le module des condensateurs, qui vous présente du coup une table avec différentes colottes qui sont filtrables en fonction de ce que vous choisissez comme composant. En dessous, il y a différentes courbes que je vais évoquer dans un instant. On va prendre par exemple une capa classique qu'on voit souvent dans les filtres, une 100 nano, juste pour faire un exemple de choix. On va considérer que mon filtre, il a un signal de 5 volts. Pour des condensateurs céramiques, il est préconisé d'avoir une tension nominale au minimum 2 fois supérieure à la tension d'application. Je vais m'expliquer dans un instant. Donc pour prendre un minimum de choix, je vais mettre uniquement les condensateurs 10 volts. Donc je mets minimum, maximum 10 volts dans mon filtre. Et je me retrouve avec 5 solutions. Je vais prendre le plus petit possible, 0,402 comme boîtier. Et je me retrouve avec 2 types de condensateurs. Ce sont des condensateurs de classe 2, le diélectrique, et soit X7R, X5R. Et ils sont définis par, ce type est défini par leur variabilité en fonction de l'environnement. En effet, la valeur de la capa va varier en fonction de la température. C'est clairement ce qui est défini par X7R ou X5R, par la durée de vie du condensateur, mais également par la tension d'essai qui est à ces bornes. Et c'est ce que résume la dernière courbe qui est à droite ici. Je vais la dézoomer pour pouvoir sélectionner les deux condensateurs et les comparer. Et on voit via la courbe qui est ici que si j'ai en réalité une tension d'application de 5 volts, je peux déjà estimer la chute de valeur de kappa que je pourrais avoir, par exemple, entre 5% et 13%. Alors on voit ici qu'une kappa X7R aura une moins forte variabilité en fonction de la tension d'essai, X5R un peu plus. Donc ce sont des choses à prendre en compte lors du développement, notamment de filtres ou d'allumage à découpage. Chacun a ses avantages. La X5R aura l'avantage d'avoir une plus grosse gamme en valeur de kappa. Voilà pour la partie condensateur. Je reviens à la présentation.
Et donc pour résumer ce que j'ai dit sur un convertisseur DC-DC qui, comme lui a une capa de stockage en entrée et en sortie, aura une faible impédance en entrée et en sortie, il sera peut-être plus adapté si on veut réduire les émissions qui sont émises donc par le convertisseur DC-DC, il sera plus adapté de mettre un filtre LC mais en mettant d'abord la self dans ce sens-là et en sortie en mettant éventuellement d'abord la self dans ce sens-là et après la capa si on veut faire un filtre du second ordre avec deux composants. Voilà pour la partie filtrage. J'en viens maintenant à la partie matériaux et composants. On va un peu revenir sur le choix des composants, quels sont leurs paramètres importants. Donc pour l'inductance, on peut se demander d'où viennent les inductances, qu'est-ce qu'une inductance, comment elles sont fabriquées. On voit ici différents enroulements, bobinages. En effet, inductance, self, bobine, c'est la même chose. Mais on en voit des bobinages qui sont à deux sur le même noyau, qui sont seuls sur un solénoïde, des fois sur un tore, des fois traversant, des fois CMS, des fois blindé, non blindé. Bon, en effet, une inductance, c'est un bout de fil qui est enroulé sur quelque chose, sur un noyau, la plupart du temps ferromagnétique, et qui aura différentes formes. Et comme je l'ai évoqué précédemment, ça peut également être un effet parasite. Maintenant, on peut se demander ce que c'est qu'une ferrite. Alors la ferrite, elle peut être définie comme le nom du matériau ferromagnétique, qui est un type de céramique, mais qui réagit au champ magnétique. On peut également se demander ce que c'est le composant qu'on appelle ferrite. Le composant qu'on appelle ferrite, c'est également un bout de fil enroulé sur quelque chose. Là, ici, on voit pas de fil, parce qu'il faut imaginer qu'il y aura un câble qui passera dedans. Ici, on imagine à l'intérieur un certain nombre d'enroulements qui va passer de l'entrée à la sortie. Ici, on voit les enroulements. C'est également un bout de fil enroulé sur quelque chose, c'est juste qu'on va pas l'utiliser aux mêmes fréquences que l'inductance que j'ai mentionné précédemment. On va l'utiliser aux fréquences où le matériau va réellement filtrer, atténuer le champ magnétique qui me perturberait, en tout cas le bruit. Donc c'est une résistance qui dépendrait de la fréquence puisqu'elle va résister à certaines fréquences. C'est pour cela que dans notre catalogue notamment, vous avez ce genre d'abac qui vous explique en fonction du matériau qu'on va utiliser, quelles fréquences seront atténuées en fonction d'un bruit qui est donné ici en haut en abscisse et en fonction de votre application. Par exemple ici, si vous cherchez une solution sur câble, et ben la ferrite qui est ici en manganèse zinc aura un effet sur ces fréquences. Plus haute en fréquence, on a du nickel zinc. Si maintenant vous cherchez à trouver une solution sur carte, il faudra réfléchir à savoir si votre bruit est en mode commun ou en mode différentiel. Est-ce que c'est une solution traversante ou CMS? Et on a différentes solutions en fonction des fréquences. Alors j'ai évoqué d'abord les ferrites sur câble, on va commencer par parler de ça, et en revenant sur le logiciel, sur l'application RedExpert, je reviens du coup sur l'application en sélectionnant cette fois le module ferrite sur câble, pardon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le calcul de l'atténuation dont j'ai parlé tout à l'heure, il est intégré dans l'application RedExpert. C'est-à-dire que vous pouvez choisir votre ferrite. Par exemple, là, j'ai un câble rond. Ok. Je veux une ferrite à clipser pour directement la mettre sur mon câble et que ça soit directement industrialisable. Sinon, il y a des ferrites solides qui sont possibles, mais il faut penser à les insérer avant la confection du câble et éventuellement les surmouler pour qu'elles soient fixées. Donc, je choisis les ferrites à clipser. Il y a différentes couleurs. Bon, j'ai choisi une grise, voilà. Voilà, un premier choix qui est fait qui me permet d'appliquer un filtre. Maintenant, je vais me demander quelle impédance j'ai besoin. Et l'impédance, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va dépendre de l'impédance d'entrée et de sortie, de l'atténuation dont j'ai besoin pour mon problème que j'ai en CEM. Et on va simuler, par exemple, si j'avais un problème sur une ligne d'alimentation, je veux atténuer, par exemple, à 20 dB. Et là, cette fois, je vais mettre une fréquence assez basse. Par exemple, je vais mettre 2 MHz. Je voulais dire, voilà, on va mettre 30 MHz. Je veux une fréquence assez basse tout de même. J'ai un système d'impédance à 10 ohms. Il m'a calculé une ferrite qui serait optimale à 180 ohms. Donc je l'ai ici, 180 ohms d'appliqué. J'ai différentes solutions et je peux moi-même les comparer avec différentes fréquences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'autres solutions pour des fréquences plus basses, donc elles atténueront certainement moins. Je vais mettre 15 dB, mais je vais mettre 2 MHz. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Alors,
Je réapplique le filtre. Et je vais recomparer. Alors, j'ai dû me tromper. Je vais mettre 10 dB pour avoir une atténuation raisonnable. Alors du coup, à 2 MHz, je vois que différentes solutions sont également possibles avec des stars fixes qu'on appelle LFS. Donc c'est le nom de la série. LFS comme Low Frequency Suppressor. C'est en fait un matériau qui est en manganèse zinc. Et on le voit ici avec la forme d'atténuation qui atténue du mégahertz jusqu'à une dizaine de mégas avec des impédances proches de 100 ohms. L'autre sélection que j'avais fait tout à l'heure, c'était du nickel zinc. Donc c'est pour ça que j'avais commencé avec 30 mégas pour pouvoir sélectionner nos ferrites qui sont plus hautes en fréquence et pouvoir comparer les deux. On a la ferrite manganèse zinc, la ferrite nickel zinc à différentes fréquences. Il y a la possibilité de faire différents tours. On peut même ajouter un curseur pour avoir, en faisant 2 tours, l'impédance qu'on aura. On va remarquer qu'en faisant un tour, on a une impédance ici de 90 ohms. En faisant 2 tours, on a une impédance de 370 à peu près ici. On remarque que du coup, c'est plus que 2 fois. On pourrait imaginer qu'en faisant 2 tours, on a 2 fois l'impédance. Et en fait, non, comme on est sur le même noyau, le fait de faire un tour supplémentaire, on va multiplier non pas par n le nombre de tours, mais par n au carré, le nombre de tours au carré. Donc là, j'ai 2 tours au carré, ça me fait 4. On a multiplié par 4 l'impédance. Je vous laisserai faire la conversion de 90 à 370, il me semble qu'on a à peu près x4. Voilà. Concernant la ferrite en nickel zinc, c'est la même chose. 356, on passe à 896. À une chose près, c'est que vous verrez qu'on a décalé la fréquence max de la ferrite parce que en ajoutant des tours, on a un effet capacitif entre les tours qui fait qu'on a l'effet capacitif dans l'impédance de la ferrite qui est augmenté, qui devient plus présent et du coup un décalage en fréquence de l'impédance. Ceci n'est pas présent en manganèse zinc sur les ferrites en manganèse zinc puisque le manganèse zinc a une perméabilité qui est beaucoup plus élevée et du coup la part capacitive sur l'impédance se fait moins ressentir. Donc voilà, j'ai résumé un peu ce que j'aurais fait si j'avais ce genre d'atténuation, ce genre de relevé CEM avec des raies qui dépassent la courbe normative. Je veux atténuer une vingtaine de dB à une certaine fréquence, et je peux faire le calcul de la manière que j'ai montré. Maintenant, lorsqu'on utilise une ferrite à clipser mais qu'on veut passer sur une solution sur carte, on peut se demander est-ce que mon bruit est en mode commun, en mode différentiel. Une des solutions en premier lieu qui est fait en labo CEM, c'est d'utiliser une ferrite à clipser. Si on a remarqué qu'elle avait un effet, il faut réfléchir de quelle manière est-ce qu'elle a eu un effet. Est-ce qu'elle l'a eu lorsqu'on a mis les 2 câbles dans la ferrite, donc la ferrite sur les 2 câbles en même temps. Là, on pourrait juger que c'est du mode commun. S'il n'a pas eu d'effet, on peut essayer sur un seul câble. Si là, il y a une atténuation cette fois, on peut dire que la solution serait une solution en mode différentiel. Et sur carte, on pourra la remplacer par une ferrite sur carte, qui filtrera en mode différentiel. Donc sur nos ferrites PCB, on a la même solution sur RedExpert avec le même outil, notamment ici avec l'outil de système qui est toujours présent comme tout à l'heure, on peut faire le calcul, et différentes solutions. Alors si je vais sélectionner nos ferrites les plus standards, par exemple les CBF qui sont ici, vous remarquerez qu'on a différentes familles qui sont possibles, les high current, les high speed, les wideband. Alors par exemple les high speed, qui est la première sélectionnée ici, on voit qu'elle a une impédance qui est faible en basse fréquence et qui commence à atténuer plus loin. Elles sont faites pour pouvoir filtrer des signaux de données, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas atténuer le signal utile et elles vont commencer à atténuer plus tard. Si je prends une solution wideband, on va avoir des solutions qui filtrent sur toute une largeur de bande. Donc c'est notamment ce qui est possible pour des alimentations à découpage, puisque on est sur du continu, on va vouloir filtrer tout ce qu'il y aura derrière. Si je prends maintenant exemple sur d'une autre de nos familles, alors je vais sélectionner une wideband qui était ici, même boîtier pour pouvoir comparer quelque chose. Et si je sélectionne maintenant nos familles, pardon, je vais prendre plus petit. Si je prends maintenant, j'avais une atténuation qui avait été mise, nos familles de CBF, mais qu'on appelle les HF, comme High Frequency, et qu'on les compare à celles qui avaient été sélectionnées avant, c'est une famille sur lesquelles on a travaillé
les enroulements pour avoir un effet capacitif moins présent. Donc la part capacitive dans l'impédance, ce qui me faisait tout à l'heure que j'ai une atténuation en fréquence de l'impédance, eh ben, elle est moins présente et on peut continuer à aller chercher plus haut en fréquence, au-delà du gigahertz. Là où une famille habituelle aurait commencé à être atténuée en impédance, eh ben, on continue à avoir une impédance plus élevée. Donc voilà les différents choix qui sont possibles lorsqu'on sélectionne une ferrite sur carte. Donc elle se compose de cette manière. On a différentes couches de nickel-zinc sur lesquelles sont imprimées les pistes en argent qui sont reliées chacune de leur côté aux terminaisons. Et voici comment elles sont composées. La ferrite en HF dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a un enroulement cette fois qui est longitudinal, plus radial comme ici, ce qui fait qu'on limite l'air en commun entre chaque tour. Et comme la valeur d'une kappa, elle dépend de la surface de ces électrodes, ici on a réduit la surface des électrodes, et donc on a réduit l'effet capacitif sur l'impédance globale de la ferrite. Quelque chose à prendre en compte lorsqu'on va ajouter une ferrite sur une alimentation à découpage, là où il y aura du courant, c'est le DC bias, puisqu'en effet, l'impédance de la ferrite est quelque chose qui est mesuré, et il est mesuré à des courants très faibles. Sauf que lorsque on va imposer un courant dans un matériau ferromagnétique, le champ magnétique va faire qu'on sature le matériau et donc l'impédance va être réduite. Lorsqu'on a un courant plus élevé, par exemple ici à 3 ampères, l'impédance va être différente et notamment réduite. De la même façon, lorsqu'on place une ferrite sur une alimentation à découpage, il faudra faire attention au courant d'appel, puisque on aura des condensateurs de valeur assez élevée en entrée de l'alimentation à découpage. Le fait de mettre une ferrite qui a des pistes très fines en entrée, et du coup le fait qu'on impose à la ferrite un fort courant d'appel, va faire qu'il y a un risque de casse de la ferrite. Donc le courant d'appel est généré par la kappa qui est déchargée à l'allumage et qui voudra se charger le plus vite possible, qui va donc appeler un courant par la ligne où est placée la ferrite. Comme je l'ai dit, le fait que la ferrite ait des pistes très fines peut occasionner des casses. Alors attention, ceci a été un test qu'on a volontairement fait destructeur en test en laboratoire. On a une solution avec une ferrite qu'on appelle la MPSB, comme la Multilayer Power Suppression Bead, comparée à nos habituelles ferrites multicouches. Celle-là est faite pour les lignes de puissance, elle permet d'encaisser les courants d'appel. On a réalisé cela avec des pistes qui sont notamment plus épaisses, de cette manière, ou parfois même des pistes qui sont mises en parallèle dans le même composant. Donc si je reviens sur l'outil de sélection de tout à l'heure, avec RedExpert, je vais maintenant enlever mes filtres et sélectionner l'outil de pulse qui est expliqué ici, où je peux simuler carrément des pulses. Par exemple, je veux 40 ampères sur une durée de 5 millisecondes. Et je peux également avoir 1000 pulses de 5 ampères et on va voir les solutions qu'il me propose. En fait, on applique un nouveau filtre ici, et en fait dans nos familles MPSB on a fait des tests supplémentaires qui vous assurent ici une valeur de pulse maximale avec une certaine durée, et donc on voit ici dans le filtre que j'ai appliqué, il y a toutes ces solutions. Il y a également une courbe avec le nombre de pulses qu'elles peuvent encaisser pendant un certain courant, avec un certain courant. Je peux maintenant ensuite appliquer mes caractéristiques de base de mon application. Je veux une taille 0,805, je veux un courant nominal de autant, je veux une impédance de autant, et c'est cumulable avec l'outil de système que j'ai présenté tout à l'heure. On peut également, dans l'outil système, directement simuler le courant que j'aurai dans mon application. Le courant, on ne parle plus de courant d'appel, on parle de courant nominal. Ce qui fait que on va avoir l'impédance des courbes qui va changer. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une variation de l'impédance des courbes lorsqu'on modifie le courant. Et vous le voyez ici, clairement. Voilà. J'ai terminé pour la partie filtrage différentiel. Je vais passer maintenant à la partie filtrage mode commun et les différentes solutions. Alors, comment fonctionne une selle de mode commun? J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux enroulements qui sont sur le même noyau. C'est le cas. Et en fait, on va imaginer tout d'abord le bruit en mode différentiel ou même un signal qui passerait puisqu'il circule en mode différentiel. Il va circuler dans un sens. Du fait qu'il est enroulé sur un noyau, il va générer un champ magnétique dans ce sens-là. Le bonhomme d'Ampère me dit que c'est dans ce sens-là.
et sortir tel quel. Au retour du signal, étant donné que les enroulements sont en symétrie, le champ magnétique toujours avec le bonhomme d'Ampère, en fait va s'opposer dans le noyau. Et donc du coup, le champ magnétique dans le noyau va s'annuler, il n'y aura pas de filtrage dû au noyau, et le signal ou le bruit en différentiel va ressortir tel quel. Ce qui n'est pas le cas en mode commun, puisque lorsqu'on circule en mode commun, les deux fils vont dans le même sens, les deux signaux dans le même sens, les deux bruits dans le même sens, et du coup, dans le noyau, ils vont circuler dans le même sens, et le noyau va être parcouru par un champ magnétique et va appliquer le filtrage à la fréquence pour laquelle il est là. Et donc du coup, en sortie, on aura un bruit en mode commun qui sera atténué. Donc j'en viens maintenant à l'outil self de mode commun. C'est l'outil self de mode commun qui est fait pour les self de mode commun secteurs, pour réaliser des filtres secteurs. On a différentes solutions également en filtrage. Alors, parce que j'ai une contrainte de taille, je vais prendre dans l'exemple nos self de mode commun qui sont XS, des petites tailles. Bon, parce que je sais ce que je veux, je vais prendre 2 ampères. J'ai pris minimal maximum parce que je veux réduire au maximum le choix que j'ai pour la démonstration. Je me retrouve avec 3 différentes self de mode commun et on voit qu'elles ont différentes nominations. Il est expliqué ici la CMB NC comme nanocristallin, c'est le matériau en nanocristallin. On a la CMB classique qui est la plus utilisée, la plus fréquente, qui est en manganèse zinc, et la nickel zinc. Comme j'ai dit tout à l'heure, le nickel zinc va permettre d'atténuer à des plus hautes fréquences. La manganèse zinc des fréquences intermédiaires, la nanocristallin qui a des très fortes valeurs de perméabilité, va me permettre d'aller chercher très bas en fréquence. Comme elle a une forte valeur de perméabilité, on va avoir des fortes valeurs d'inductance. On voit qu'ici, on a une plus forte valeur d'inductance, alors qu'on a le même courant, donc sûrement qu'on a le même nombre de tours sur le fil et le même, voilà, le même courant. Donc on a différentes gammes de fréquences qu'on remarque directement en fonction du noyau. On peut le voir directement avec RedExpert encore une fois. Je reviens sur la présentation. La valeur d'inductance est un paramètre important dans la self de mode commun. Il y a d'autres paramètres comme le courant nominal, mais un autre paramètre très important va être le courant, l'inductance de fuite. Puisqu'en effet, je suis navré de décevoir certains, mais la self de mode commun, c'est comme beaucoup de choses en électronique, c'est comme en amour, ce n'est pas parfait. Et donc la self de mode commun qui est censée filtrer que en mode commun, elle va finalement également filtrer en mode différentiel. Donc j'ai dit qu'il y avait une inductance de fuite, en effet, puisqu'on a 2 enroulements sur le même noyau, malheureusement, le couplage n'est pas parfait. Si on avait un couplage parfait, un couplage de 1, on aurait exactement 100% les 2 enroulements parfaitement couplés sur le noyau. Étant donné que le couplage n'est pas parfait, en fait, on a un déséquilibrage entre les deux et on a une inductance de fuite. C'est comme si on avait une inductance supplémentaire en mode différentiel derrière la self de mode commun. Cette inductance de fuite peut se mesurer en court-circuitant les 2 fils d'un côté, en mesurant ce qu'on a comme inductance, le déséquilibre entre les deux dû au mauvais couplage. Et il est différent en fonction de la structure de l'inductance. Lorsqu'on a une inductance avec un enroulement sectionnel où les 2 fils sont clairement séparés, on a une inductance de fuite qui sera plus élevée. Lorsqu'on a un enroulement bifilaire où les 2 enroulements sont enroulés ensemble de ce type-là, les 2 fils, le couplage sera meilleur, l'inductance de fuite sera plus petite. Dans les applications secteurs, de par les normes d'isolation auxquelles on est contraint, on aura forcément un enroulement sectionnel. Voici un exemple de la différence de couplage. Et voici, en fonction de l'enroulement qui est ici bifilaire, la valeur de l'inductance de fuite, le pourcentage que ça représente par rapport à l'inductance de base en mode commun. Donc en bifilaire ici, sur une de nos self qui est faite pour le filtrage de basse tension, on a une valeur assez faible. Pour des filtrages secteurs ici, on a des valeurs d'inductance de fuite qui sont plus élevées. Ça peut ne pas être un problème, puisqu'en effet, finalement, ça peut faire double emploi. Donc je reviens sur mon interface tout à l'heure en mode commun, mais cette fois, je ne vais plus sélectionner les petites tailles. Je vais dire en hauteur, j'ai une contrainte de, je sais pas, moi je mets 25 mm. Et cette fois en courant, je veux plus que 10 ampères. Je veux quelque chose qui propose plus que 10 ampères. Quelle solution est-ce que j'ai? Je peux ajouter par exemple en mode commun, donc je vais enlever mes sélections de tout à l'heure pour n'avoir que mon travail actuel. Je peux dire en mode commun, je sais pas moi, à 100 kg, je veux quelque chose de maximal, donc je peux plutôt kilo que méga.
Je veux quelque chose de maximal, donc je peux regarder l'atténuation maximale que j'aurai à 100 kg. Je peux aussi me dire, étant donné que je veux faire double emploi avec ma self de mode commun qui a également un filtrage différentiel, me dire qu'en mode différentiel, par exemple à 1 méga, je veux une atténuation également qui sera maximale. Ça me rajoute une deuxième colonne et ça me permet de filtrer à nouveau. Donc si je prends celle qui va me filtrer le maximum en mode différentiel, pour la nouvelle application que j'ai choisie avec minimum 10 ampères et une contrainte de hauteur, je me retrouve avec d'autres types de self de mode commun. Je vais prendre l'exemple ici, c'est une de nos nouvelles qui est la LPCC, qui est en fait plus un enroulement sur tore. Si je regarde la datasheet qui est directement reliée à RedExpert, on a deux enroulements clairement séparés qui ont été faits pour avoir une inductance de fuite qui soit importante. Donc là, on est clairement dans l'application filtrage secteur avec la norme d'isolation qui est respectée, mais on a un avantage supplémentaire puisqu'on a une contrainte de hauteur qui est respectée et on n'a que 12 mm de hauteur pour une self de mode commun de filtrage secteur. Voilà l'exemple que je voulais prendre. On peut faire le même exemple sur la partie filtrage de mode commun en basse tension. On a différents types d'enroulements et on peut les sélectionner. Avec le temps qui reste, je vais plutôt passer à la suite, sachant que voilà, filtrage secteur, on a un module, filtrage basse tension, on a un module. Et maintenant, toujours sur le filtrage secteur, on a une autre solution, ce sont nos capas de filtrage XY. Elles sont données XY en fonction de leur classe, X1, X2 en fonction des tensions qu'elles peuvent tenir, c'est selon la norme qui leur impose différentes gammes de tensions. Et elles sont placées différemment pour du filtrage, notamment les kappa X qui sont mises entre la terre et le neutre, entre la phase et le neutre, pardon, pour faire un filtrage différentiel, puisque ce qui va passer dans un sens sera court-circuité et repassera dans le deuxième conducteur. Référencé à la terre, on aura les kappa Y qui vont filtrer à la fois entre phase terre et neutre et terre, de cette manière. Donc voici un exemple de filtre secteur qui peut être cumulé du coup avec une self de mode commun et même des selfs de filtrage différentiel, on peut l'imaginer. Ce qu'on va vouloir faire, si je reviens sur le RedExpert maintenant avec les kappa, c'est regarder les courbes d'impédance qu'elles ont et cette fois comme elle est mise en parallèle, à quel moment elle aura une faible impédance en fonction de la fréquence pour court-circuiter le bruit que j'aurai à une certaine fréquence directement dans la ligne retour, que ce soit à la terre pour une kappa Y ou sur le neutre pour une kappa X. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut également faire avec RedExpert. J'en arrive à la fin de la présentation, donc j'ai parlé d'alimentation à découpage, que ce soit haute tension avec du filtrage secteur ou des filtrages plus standards sur des basses tensions pour des convertisseurs DC-DC. Pour aller plus loin, si vous le souhaitiez, on a d'autres solutions de protection, par exemple protection contre les surtensions pour les surges avec des varistances disques, mais également des diodes TVS de puissance qui permettent de filtrer, d'atténuer certaines surges et les transitoires en salle. On a des protections ESD et choses qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui, des composants de blindage également pour la CEM. Donc là où on peut vous aider en plus de ce qui a été évoqué, c'est sur la connectique qui est autour. Là, c'est un exemple d'application offline, donc un convertisseur AC/DC. C'est un exemple d'application d'éclairage où on a la varistance 10 que j'ai évoqué, les kappa X et celle de mode commun que j'ai également évoqué. Mais pour la partie stockage également, la partie conversion d'énergie, on a des kappa de stockage, des transfos, des cells de stockage et des LED également éventuellement pour l'éclairage. Pour la partie DC-DC, on a le même type de solution avec la connectique en amont, mais également les TVS de puissance que j'ai évoquées, les selfs de mode commun basse tension, les ferrites, les kappa de stockage avec la self de stockage pour faire le convertisseur DC-DC, et éventuellement des LED de signalisation. Donc ça fait un pack assez complet et la possibilité également de remplacer la partie stockage par un power module qui est une alimentation DC-DC déjà développée. Pour terminer, si vous voulez aller plus loin, tous les sujets divers et variés que j'ai évoqués peuvent être détaillés plus en profondeur lors d'un séminaire en entreprise. Ça peut durer quelques heures comme une journée, voire même 2 journées. On a un menu et on peut vous faire quelque chose à la carte en fonction des sujets que vous avez besoin. N'hésitez pas à la demander à nos collègues. De la même façon, on réalise des séminaires publics réguliers
Et la force de notre métier est avant tout d'être sur le terrain, donc on fait du support en clientèle et faut pas hésiter à échanger avec nos commerciaux sur d'éventuels projets et on pourra travailler ensemble. Je parle de commerciaux, c'est avant tout notre force, on a une force commerciale, on a 45 commerciaux sur le terrain. Dans la partie composants, qui est ici, représentée par la partie connectique électromécanique, mais également par la partie composants passifs, power module et LED. Donc les éléments que je n'ai pas évoqués, qui sont représentés par nos commerciaux, sont également des celles de filtrage mode commun, mais en triphasé. Pour la partie RF, on a des self-RF, des transfolanes. Pour la partie connectique, on a des connecteurs divers et variés de communication, de puissance avec des borniers, des jacks à lime, des IF pour tout ce qui est écran plat, les limandes, les connecteurs qui vont avec, des cartes à cartes à fil, des supports de fusibles, des switches, des composants d'assemblage de câbles et des éléments de puissance. Pour rappeler ce qu'a dit ma collègue du marketing tout à l'heure, si on n'a pas donné réponse à vos questions, vous pouvez toujours nous envoyer une info, une demande à l'adresse mail qui est donnée ici. On aura en ligne sous peu la présentation sur YouTube, mais il y a également d'autres sujets de webinaire qui sont déjà présents. Et la page LinkedIn peut vous servir notamment à être informé des séminaires publics qu'on organise. J'en viens à la partie questions-réponses. Donc je suis disposé, si vous le souhaitez, à répondre aux questions qui seraient évoquées. Vous avez la fenêtre que vous a présenté Audrey tout à l'heure et je vous invite à me poser des questions si vous le souhaitez pendant les 10 minutes qui viennent. Merci à vous. D'accord. Il y a une question concernant l'ESR des condensateurs. Je vais devoir en partie me reporter à l'autre présentation qui a lieu cet après-midi sur le développement, le choix de composantes dans les alimentations à découpage, puisqu'en fait l'ESR va générer, oui malheureusement, une ondulation de tension, par exemple en sortie de votre convertisseur DC-DC, et en fait ça dépendra de ce que vous acceptez pour votre atténuation. Si vous acceptez par exemple 100 millivolts d'ondulation de tension en sortie, et ben dans le développement de votre allume à découpage, vous choisirez votre condensateur en tenant compte de cette ondulation de tension et en faisant un calcul de la résistance du coup que vous accepterez dans la capa, donc le SR de la capa. Dans l'exemple que je prends cet après-midi dans la présentation, on a pris un exemple de 50 millivolts d'ondulation de courant et à la fin du calcul, on se retrouve avec un ESR qui doit être inférieur à 40 millivolts, 40 milliohms. 50 millivolts maximum me donne dans le calcul 40 milliohms maximum dans le SR. Mais ça peut être complètement différent en fonction de vos applications, en fonction de la tension de sortie déjà que vous acceptez. Puisque là, j'avais choisi 50 millivolts parce que j'avais 5 volts en sortie. Donc un bon, un mauvais, c'est assez variable. Il y a même certains cas pour la stabilité d'une alimentation à découpage en automatique. On va chercher tout de même à avoir une valeur de SR significative pour contrôler la régulation, éviter les phénomènes de ringing pour réaliser un snubber. Donc, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, on peut vous aider plus en privé, je pense. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, il y a une question qui est évoquée à propos de la diffusion du bruit en mode commun. Je pense que je l'ai en partie dit tout à l'heure de la représentation, mais je vais le reformuler. La question demande est-ce que on n'a pas de mode commun si on n'est pas relié à la Terre. Donc je l'ai peut-être mal formulé tout à l'heure. En effet, le mode commun
est un bruit qui circule dans les deux conducteurs de votre circuit électrique et qui trouve un chemin par la Terre pour reboucler, puisque l'électronique doit circuler dans une boucle. Et en fait, dans tous les cas, le bruit en mode commun trouvera un chemin. Donc certes, on a plus facilement de bruit en mode commun lorsqu'on a des circuits qui sont reliés proches de la Terre. Donc quand par exemple on a un boîtier métallique derrière un circuit, l'accaparasite entre le circuit et le boîtier métallique sera plus susceptible à faire circuler du bruit en mode commun que si j'ai un produit qui est à 2 mètres en l'air par rapport au sol. Ça c'est sûr, mais le bruit trouve toujours un chemin, et moi j'avais pris tout à l'heure l'exemple de mon bureau par rapport à ma terre, 1 mètre d'écart peut quand même, il y a quand même une petite capaparasite de par l'air qu'il y a entre la table et mon sol, et qui fait qu'il pourrait circuler un bruit en mode commun. Ce sont des choses qui doivent au final se mesurer. Alors une question concerne les modèles Spice. J'ai évoqué tout à l'heure que nos composants étaient disponibles en librairie Spice. On réalise des simulations et nos clients également réalisent des simulations. Après, concernant les filtres que nous avons fait tout à l'heure, on peut vous apporter du support sur des modèles Spice, mais ça serait l'occasion d'un support approfondi plutôt en clientèle. On ne le présente pas en détail lors du séminaire. N'empêche qu'on peut réaliser les filtres que j'ai présentés tout à l'heure sur un modèle Spice. Ils ne sont pas disponibles en ligne publiquement, mais on peut avancer sur le sujet ensemble si vous le souhaitez. J'espère avoir répondu à la question, je sais pas. Je n'ai pas d'autres questions, donc si pendant ma conclusion j'en ai une, je me stopperai et j'y répondrai, mais je vais désormais clôturer la session. Je remercie tout le monde de votre présence. Je remercie mes collègues pour l'organisation de cette session. Je serais ravi de vous accueillir à nouveau pour la session de cet après-midi sur les convertisseurs DC-DC et le choix de composants. Autrement, je serais ravi de vous retrouver sur le terrain en clientèle avec mes collègues commerciaux. Pas d'autres questions. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.